Let's go, hein. Les stars ont meilleur goût mortes que vivantes. Ah ouais, j'avais pas vu le titre. Let's go. OMG The Man. Ah, ce boomer. What the hell is that? C'est à travers les figures semi-divines des stars que Hollywood a pu officier comme une religion. C'est par les stars que Hollywood a pu officier comme la religion universelle invisible de l'humanité contemporaine. Et c'est notre fascination pour les stars, mais aussi notre désir de rejoindre leur transcendance, qui a rythmé le siècle, du cinéma hollywoodien à la télévision et de la télé-réalité aux réseaux sociaux. C'est à partir de cette fascination et de ce désir qu'a pu s'édifier la forme cybernétique atteinte à notre époque par cette religion de la notoriété, le monde virtuel, le projet nécrophile du métaverse. Un monde dans lequel nous n'avons affaire qu'à des avatars et où les êtres humains que nous croisons sont toujours à la fois vivants et morts. Oui, c'est vrai ça. Une fois qu'on va vivre dans le métaverse et que physiquement on n'en aura plus rien à foutre parce que si tu veux être Bob l'éponge et que c'est ta star, t'es Bob l'éponge, et tu fais une voix de Bob l'éponge ridicule mais les gens sont convaincus, à qui on va se référer? Genre, qu'est-ce qu'on voudra devenir en fait? De Vertigo d'Alfred Hitchcock à Lost Highway de David Lynch, c'est à la généalogie de notre monde que nous allons être confrontés, un théâtre d'ombre dans lequel nous sommes à la fois des spectateurs et des stars, un enfer sur le point de se confondre avec la vie. Bienvenue dans la fin du film, épisode 6, Vertigo d'Alfred Hitchcock et Lost Highway de David Lynch, les stars au meilleur goût mortes que vivantes. Tout se déroule à San Francisco. Le policier Scotty Ferguson échoue à sauver un de ses collègues lors d'une chasse à l'homme sur les toits. Et voilà, en gros, il y a son pote, voilà. Les effets spéciaux de fou. Il réalise qu'il est atteint d'acrophobie, c'est-à-dire sujet au vertige, et il démissionne. Gavin Elster, un ancien camarade d'études, lui demande de suivre son épouse Madeleine. I want you to follow my wife. No, it's not that. We're very happily married. Cette dernière se croit possédée par l'âme de son aïeul, Carlota Valdez, suicidée à l'âge de 26 ans un siècle plus tôt. Madeleine aura bientôt 26 ans et Gavin exprime sa crainte qu'elle ne se suicide à son tour. Scotty suit Madeleine qui se recueille sur la tombe de Carlota, puis devant son portrait au palier de la Légion d'honneur. Un jour, elle se jette dans la baie de San Francisco, devant le Golden Gate Bridge. Miskin. Scotty la sauve de la noyade et la ramène chez lui. Alors qu'ils se rendent dans une ancienne mission catholique espagnole fréquentée naguère par Carlota Valdez, Madeleine se jette du haut du clocher. Toujours sujet au vertige, Scotty est impuissant à la sauver lorsqu'il la voit plonger dans le vide. Après un séjour en clinique pour dépression nerveuse, Scotty hante les lieux fréquentés Judy, une femme brune rousse qui a les mêmes traits que Madeleine. Oui. Il la suit jusque chez elle. Malgré des réticences initiales, Judy accepte de le revoir le soir même. Et ça, c'est le truc le plus improbable du film. C'est le mec est un immense stalker. Il est en mode ah, tu me rappelles cette femme qui est morte. Elle est en mode c'est bizarre quand même, casse-toi. Et après 3 minutes de film, elle est en mode oui, d'accord, j'accepte de m'habiller comme elle, de me coiffer comme elle, pour te faire plaisir. Voilà. C'est le moment le plus bizarre social. Se souvenir des derniers jours de Madeleine. C'est elle qui avait été sauvée de la noyade par Scotty. Et elle était la complice de Gavin Elster, qui a tué son épouse et balancé son cadavre du haut du clocher. Scotty et le spectateur n'ont jamais vu Madeleine, en dehors de ce cadavre chutant dans le vide. Scotty est tombé amoureux d'une Madeleine jouée par Judy. Il est tombé amoureux d'un personnage créé par elle. Mais en retour, Judy emmène Judy dans l'ancienne mission catholique espagnole où Madeleine s'est tuée et il obtient ses aveux. Did he give you anything? Some money. And the necklace. Carlotta's necklace. Alors qu'il surmonte son acrophobie et résout le mystère une fois arrivé en haut du clocher, Judy voit une ombre qui les rejoint. Elle prend peur et se jette dans le vide. I heard voices. Oui, donc ça, c'est voilà, c'est une grand-mère. L'ombre était celle d'une vieille bonne sœur. God have mercy. Elle sonne les cloches en implorant la pitié de Dieu et Scotty observe impuissant son amour, morte de foi. Fin du film. Hitchcock a adapté un roman de Boileau-Narcejac, D'entre les morts, sorti 4 ans plus tôt, en 1954. L'intrigue est la même et ce n'est pas la même. En tout cas, le scénario, voilà, en tout cas, il se résume assez vite et il est assez efficace. Moi, je trouve que l'histoire est très efficace. De toute façon, j'ai l'impression que généralement, ces histoires sont très efficaces. Hein. En termes d'intrigue et tout ça, ça se raconte vite et pourtant, il y a vraiment une intrigue, un switch intéressant. Et là, c'est simple en fait, ouais, c'était vraiment simple à expliquer. Je pense que tout le monde a compris, là, personne n'est largué, on est bien d'accord. Il n'y a pas 30 000 personnages, on comprend. Pour Vertigo,
Hitchcock choisit James Stewart pour le rôle de Scotty et Kim Novak arrive en deuxième pour le rôle de Madeleine ou de Judy. Initialement prévu pour Vera Miles, dont Hitchcock voulait faire la nouvelle Grace Kelly, son actrice fétiche. Mais Vera Miles tomba enceinte peu de temps avant le tournage. Kim Novak est alors la remplaçante d'une remplaçante, mais Vertigo est déjà le remake d'un remake. Parce que D'entre les morts est la réécriture d'un autre roman, moins connu. Bruges la morte de George Rodenbach, publié en Ah ouais, putain, on remonte loin, mais putain, il a les datas de fou. 1892. 1892. Dans ce roman court, Je suis sûr qu'il existe encore un truc au Moyen-Âge. de lui ressembler. Dans les 3 cas, il s'agit d'une variation policière et criminelle sur le mythe d'Orphée. Ce mythe sera revenu plusieurs fois jusqu'à Vertigo. Après Vertigo, il ne pourra plus cesser de revenir. Vertigo va même hanter, à l'instar de Carlota Valdez, de très nombreux films de l'histoire du cinéma. De La Jetée de Chris Marker à L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam. Mais au principal, quelque chose que pourraient dire toutes les autres stars. Tu es un nécrophile. Je te plais, mais malheureusement, je bouge encore. Ne me touche pas, je ne suis pas encore morte. Comment parcourir l'intrigue labyrinthique de Vertigo sans se perdre, demande Hélène Frappa dans 3 femmes disparaissent. Un homme force une femme vivante à devenir une actrice morte pour pouvoir la posséder. Lorsqu'il pressent qu'elle n'est pas tout à fait morte, il la tue. Si Vertigo n'a pas cessé de revenir, c'est parce que son intrigue labyrinthique semble détenir la clé morbide de notre fascination pour Marilyn Monroe, Jane Tierney ou Rita Hayworth. La fascination exercée par Madeleine sur Scotty est le miroir de notre fascination pour les stars, qui sont pour nous comme des divinités. Mais ce sont aussi des femmes réelles, sacrifiées aux images idéalisées que nous pouvons contempler. Vertigo allait revenir encore une fois en 1997, à l'aube d'une révolution technologique qui modifierait de fond en comble l'articulation entre le monde des vivants et le royaume des morts, Lost Highway de David Lynch. Lost Highway se déroule à Los Angeles. Un matin, le saxophoniste Fred Madison entend sonner son interphone. Une voix inconnue lui dit « Dick Morant is dead. » Ah oui, donc il y a oui, c'est vrai, Laurent Zizi est mort, mais... Fred vit avec sa femme Renée. Leur quotidien est Elle s'appelle Renée Miskin. sinistre. Ils se parlent extrêmement peu et Renée ne joue pas du tout lorsqu'ils font l'amour. Ils reçoivent des cassettes vidéo qui montrent dans un premier temps l'extérieur de leur maison et dans un second l'intérieur. Et l'auteur des cassettes les a même filmés pendant leur sommeil. Fred et Renée font appel à 2 policiers qui inspectent leur maison mais ne trouvent aucune trace d'effraction. Un soir, Fred et Renée vont à une fête organisée par Andy, un ami de Renée. Fred, We've met before, haven't we? il est déjà venu chez lui. Il est même chez lui à cet instant précis. Et là, il y a une scène qui est incroyable. Vraiment, j'ai trouvé que c'était incroyable. En gros, le mec lui dit « Je suis chez vous actuellement ». Et là, l'autre lui dit « Bah non, vous êtes devant moi ». Et il lui donne un téléphone, Varis, et il lui dit « Appelle-moi, appelle ta maison, je vais te répondre ». Et là, il appelle sa maison. Et c'est le mec qui est en face de lui qui parle au téléphone depuis sa maison. Et donc, en fait, le mec lui répond en même temps au téléphone et devant lui. Bon, bref. Il trouve Fred au matin, découvrant une nouvelle cassette vidéo. Il la regarde et se voit filmer auprès du cadavre de Renée, découpé en morceaux. Fred Madison est arrêté et condamné à la peine de mort. Attendant son exécution dans sa cellule, hanté par l'image d'une cabane qui semble émerger du feu et où apparaît l'homme mystérieux, Fred se transforme et devient Pete Dayton. C'est là que tu te dis what the fuck en fait. D'un coup, ok. Les parents de Pete Dayton viennent le chercher et celui-ci retourne à son travail dans un garage où il fait office de mécanicien virtuose. Where you been? How you doing? It's good you're back. Wonderful. Son principal client est Mr. Eddie, un gangster associé au monde du porno. Mais 2 flics qui surveillent Pete depuis sa sortie Voilà, lui c'est un mafieux bizarre quoi. Il est en mode haha mon petit gars, j'aime bien quand tu répares ma bagnole. de prison l'identifient comme Dick Laurent. Après que Pete ait réagi vivement en entendant une musique de Fred Madison sur une petite radio, Mr. Eddie revient, accompagné de sa petite amie, Alice Wakefield, une femme blonde mais qui a les mêmes traits que Renée. Alice est attirée par Pete et elle vient le chercher après une journée de travail. Ils commencent à avoir une liaison aussi torride que dangereuse. Andy descend et en essayant de se battre contre Pete, il tombe et s'ouvre accidentellement la tête contre sa table en verre. Ok. Ah ouais, il meurt comme ça, comme une merde. Sans émotion, Alice récupère les bagues au doigt du cadavre d'Andy. Sa froideur choque Pete, dont l'état psychique se détériore.
et Alice partent dans la vallée de la mort à la rencontre d'un rustler pour échanger les affaires d'Andy contre de l'argent. Ils arrivent devant une petite cabane. Le rustler n'est pas encore là. Dans le désert, Pete et Alice font l'amour. Alors qu'ils s'apprêtent à jouir, Alice lui murmure « You'll never have me ». Choqué, Pete voit Alice partir à l'intérieur de la cabane. Ce n'est pas Pete qui se relève, mais Fred. Il cherche Alice dans la cabane, mais se confronte à l'homme mystérieux qui lui dit If she told you her name is Alice, she's lying. Puis il prend une caméra et la braque sur Fred avant de lui demander And your name? What the fuck is your name? Fred part alors dans un hôtel dans lequel Dick Laurent fait l'amour avec Renée, revenue du monde des morts. Fred kidnappe Dick et l'amène dans le désert pour l'exécuter. Il est alors épaulé par l'homme mystérieux qui lui tend un couteau avec lequel il le blesse à la gorge. OMG, mais l'homme mystérieux, il est sympa en vrai. Puis l'homme mystérieux montre à Dick Laurent une mini-télé où on le voit peloter Renée devant un snuff movie où celle-ci apparaît, accompagnée par 2 filles et 2 garçons. Donc, l'homme mystérieux exécute Dick Laurent. Ah ouais. Et prononce quelques mots à J'ai cru qu'il... J'ai cru qu'il allait lui faire un gros poutou sur la joue en mode mon ami. L'oreille de Fred que le spectateur n'entend pas avant de disparaître. Fred se rend devant chez lui et dit Dick Laurent est mort à l'interphone. Dick Laurent is dead. Puis voit la police arriver. Il fuit vers le désert, la police à ses trousses, alors que commence une nouvelle métamorphose. Quoi? Néo-noir et du thriller érotique. Parmi les éléments qui apparaissent comme des réminiscences de l'univers du noir dans Lost Highway, on peut citer la figure du musicien de jazz, celle de la femme infidèle, celle du gangster psychopathe, celle du jeune homme naïf et de la femme fatale pour qui le jeune homme naïf commet un crime, et même le générique qui se déroule sur une image de route, la nuit, comme dans Kiss Me Daddy de Robert Aldrich. Mais ici, tout est transformé. Le musicien de jazz est un saxophoniste de hard bop agressif à la limite du free jazz. La femme infidèle est opaque, presque dénuée de toute personnalité. Le gangster est un pornographe impliqué dans le snuff. On peut considérer Lost Highway comme une interprétation littérale des thèmes du film noir. Un criminel qui se transforme, change d'identité à la suite d'une évasion, mais ne réussit pas à échapper aux conséquences de son crime et se voit rattrapé par son passé comme par la police. Sauf qu'ici, s'évader de prison et se transformer signifie devenir un autre personnage à la place du précédent, joué par un autre acteur. Être rattrapé par son passé ne veut pas dire rencontrer une femme qui lui rappelle sa victime, mais rencontrer sa victime elle-même revenue du monde des morts. Ok. C'est comme si le film rendait explicite la dimension implicitement bouddhiste des romans noirs. Le fait que leur morale se résume toujours plus ou moins au fameux dit de Bouddha datant du IIIe siècle avant ténébreuse. C'est rien de Twitch. Mais il est hanté par le souvenir des victimes d'Hollywood, en particulier le Dahlia noir, Elizabeth Short, une serveuse et aspirante actrice de 22 ans, montée à Hollywood dans le but de devenir une star, dont le corps est retrouvé le 15 janvier 1947 dans un terrain vague de Los Angeles, coupé en deux au niveau de la taille et vidé de son sang. Ah oui. Des mutilations sont visibles sur ses cuisses, son visage et ses seins sont lacérés, et sa bouche est entaillée depuis la commissure jusqu'aux oreilles. Ah mais le Joker. Quelques semaines après sa mort, le meurtrier présumé narguera les enquêteurs en envoyant à la presse un colis contenant l'extrait de naissance d'Elizabeth Short, sa carte d'identité, sa carte de sécurité sociale et un carnet d'adresses dont plusieurs pages ont été arrachées. L'identité du meurtrier du Dahlia noir est aujourd'hui encore sujet à spéculation. Dans une interview donnée en 1997 au journal Filmmaker, Lynch admet que l'actrice Patricia Arquette, dans la première partie du film, a été littéralement déguisée en Elizabeth Short et qu'il en avait d'ailleurs parlé avec l'actrice. La vision de son cadavre démembré rappelle également la façon dont on a retrouvé celui de Dahlia noir à travers Lost Highway. Fred Madison est un artiste qui déteste son époque et refuse de s'y plier. C'est un musicien expérimental. Il est taiseux, il vit en reclus dans une maison à son image, il ne supporte pas plus les caméras que la faune de Los Angeles. Pourtant, il est lui-même à l'image du monde qu'il rejette. Fred n'est pas un artiste médium. C'est un petit démiurge essayant de contrôler son petit monde. Il rejette un monde stéréotypé, mais son monde est lui-même stéréotypé. Sa femme est à ses yeux un pur objet de désir, sans subjectivité propre. La seule remarque de Fred à son égard est une suspicion ironique sur son goût de la lecture. Read. Read what? Lui tirera une balle dans la nuque. Alors, qui est cet homme mystérieux qui apparaît à plusieurs reprises dans le film? Son fonctionnement est comparable à ceux des êtres surnaturels omniprésents dans les fictions de Lynch depuis Twin Peaks. Bob, l'homme d'un autre endroit, le géant,
le cow-boy de Mulholland Drive, la gitane d'Inland Empire. On peut considérer que tous ces personnages sont incomplètement de ce monde. Ils sont entre deux mondes. Mais l'homme mystérieux a une particularité. Il est lié aux objets technologiques. Il est même équipé d'une technologie nouvelle pour l'époque, le téléphone portable. Call me. En 1997, la plupart d'entre nous n'en possédaient pas encore et l'objet lui-même était mystérieux. La caméra domestique était relativement rare également et la mini-télé portative n'existait pas du tout. On doit Putain, la téléportative. également associer à l'homme mystérieux les vidéos faites à l'intérieur de la maison et envoyées à Fred et René. Et ces vidéos ne semblent pas tournées par une caméra amateur. Elles sont beaucoup trop sophistiquées, avec des plongées qu'on obtient généralement avec une grue. C'est presque le travail d'un drone. C'est comme si l'homme mystérieux avait accès à la maison des Madison par une technologie avancée qui lui permettrait de regarder et de filmer des particuliers sans leur consentement, mais également d'être dans plusieurs lieux à la fois à la manière d'un hologramme. L'homme mystérieux est donc l'interprétation magique des nouvelles technologies, telle que peut le voir un artiste démiurge qui voudrait leur échapper et vivre dans un monde protégé. Il incarne ces nouvelles technologies comme ubiquité. L'homme mystérieux est à la fois dans une fête et chez Fred. Comme omniscience, sa caméra pénètre l'appartement de Fred et René et les filme dans leur sommeil. Comme archive universelle, la mini-télé par laquelle l'homme mystérieux montre à Dick Laurent les images de son snuff movie. Enfin, comme nouvelle prison que l'homme a inventée et dans laquelle il erre sans savoir quand on viendra le tuer. Réalité virtuelle. Pendant plusieurs films étalés sur 25 ans, Lost Highway, Mulholland Drive, Inland Empire, David Lynch explorera les labyrinthes les plus sombres de son imagination. Une imagination prophétique, capable de percevoir les enfers dans lesquels nous sommes désormais amenés à vivre. Lorsque David Lynch en sortira, pour la saison 3 de Twin Peaks en 2018, à l'instar de son héros Dale Cooper sortant de la Black Lodge, ce sera Taylor fait pour faire revenir sur la Terre son héroïne obsédante, son Eurydice, sa star, Laura Palmer. Laura Palmer avait un double dans la deuxième saison de Twin Peaks. Sa cousine brune, jouée par la même actrice, Cheryl Lee, est nommée Madeleine, du prénom du personnage de Kim Novak dans Vertigo. Dans la saison 3 de Twin Peaks, Laura Palmer reviendra pour lutter contre une force mauvaise, une divinité qui porte l'autre nom de Kim Novak dans Vertigo, Judy, mais qui n'a pas de forme. À travers le nom de Judy, c'est comme si Laura Palmer devait également lutter contre une des élaborations les plus sophistiquées du mal, la réification des femmes, leur assimilation à un stéréotype que l'on peut considérer comme le prototype du fonctionnement global du monde dans lequel nous sommes amenés à vivre. D'un coup, il y a de la trappe, ok. S'établir comme religion. Vertigo est un film sur l'aveuglement des hommes, forçant les femmes à se conformer à un stéréotype morbide. Et c'est un film sur l'aveuglement des cinéastes qui désirent s'extraire de la logique de Hollywood tout en reproduisant dans leurs films la relation hypnotique entre le spectateur et la star. Lost Highway est un film sur l'aveuglement de l'artiste démiurge qui croit pouvoir échapper à son époque en s'isolant ou en se construisant une fiction. Et c'est un film médium sur notre aveuglement volontaire concernant les nouvelles technologies et notre innocence dans les conséquences de leur prédominance croissante. Ah mais là, mais je suis pas d'accord. En fait, l'aveuglement volontaire sur les nouvelles technologies. Vieux man, non. C'est trop récent. En fait, les gens sont pas aveugles. Les gens sont juste submergés par la nouveauté. Faut laisser le temps à la réflexion. Non, mais c'est là, je suis pas d'accord avec lui. Il me saoule. Désolé, mais c'est comme ça. Il faut le temps pour une époque d'avoir la capacité de former de la réflexion sur ce qui s'est passé. C'est pour ça peut-être qu'il y a un revival cyberpunk qui est intéressant parce qu'il arrive à se réadapter à l'époque et à marcher dans le ton de l'époque d'aujourd'hui. On n'a pas le temps, bah oui, on n'a pas le temps. Ou alors plutôt, le temps viendra plus tard. Mais le problème, c'est que pour prendre une réflexion sur ce qui s'est passé, il faut déjà être dans un état où quelque chose est passé. Mais le problème, c'est que la technologie, elle n'a pas de passé. Enfin, on peut pas avoir la sensation qu'elle a dû passer. C'est un bond en avant constant, quoi. Peut-être que si d'un coup c'est la merde et que on redevient en mode low-tech, peut-être on pourra enfin réfléchir sur tout ce que ça a été. Peut-être. Mais pour l'instant, on est dans le bond en avant perpétuel. Je trouve que ce truc de se dire on s'aveugle à la technologie, non, en fait, non. Comme l'homme mystérieux a été invité par Fred dans sa maison, nous avons invité les nouvelles technologies dans la nôtre. Nous en tirerons des bénéfices apparents. Mais il faut se méfier de ce que vous accorde la technologie. Elle ne donne que pour mieux reprendre. Nulle part dans les airs, ni au milieu de l'océan, ni au fond d'une profonde grotte, n'existe une place sur la Terre où l'on puisse échapper aux conséquences de cet aveuglement, une place où l'on puisse échapper à la douleur. L'aveuglement doit disparaître. Mais en fait, j'ai pas, à ce stade, qu'est-ce qui lui est arrivé dans la vie s'est fait ghoster sur WhatsApp et c'est comme ça que Vieux Man est né, je sais pas.
Merci d'avoir vu cette Nulle part dans les airs, ni au milieu d'océan, ni au fond d'une profonde grotte, n'existe une place sur la Terre où l'on puisse échapper aux conséquences du mauvais journalisme. Alors, si vous avez aimé ce labyrinthe par-delà le temps et l'espace, likez, commentez, partagez et abonnez-vous à Blast. Ah, mais je suis désolé, il est trop fort. Il est quand même trop fort, quand bien même j'ai envie de m'énerver.